Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous m'entendez bien, toutes et tous. Eh bien, merci d'être présents ce soir donc, pour notre soirée d'ouverture des 17e rencontres professionnelles de la FEMS. Voilà, nous sommes très heureux, je ne vais pas faire de long discours, simplement un mot d'accueil, parce que demain, on ouvrira les rencontres avec un petit format protocolaire. Mais depuis quelques années, on a imaginé ce format de rencontre avec un grand témoin, ou plusieurs grands témoins. Et là, on est vraiment très heureux d'accueillir deux grands témoins qui, pour plusieurs générations, je pense, ont beaucoup compté dans l'histoire des musées, de l'exposition et du sujet qui nous réunit ces 2 prochains jours. Donc, je vais laisser la parole à Julie Corteville qui va animer le temps d'échange avec Jacques Hénard et Marc-Olivier Goncette. Julie Corteville, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, alors qui a un petit peu délaissé la famille des musées de société, mais on ne lui en voudra pas trop. Elle travaille aujourd'hui au service de l'inventaire du patrimoine culturel en région Île-de-France, mais qui, vous le savez, a été longtemps, pendant plus de 10 ans, présidente de la Fédération des écomusées et musées de société. Et directrice de nombreux musées de société, musée de la ville, musée de la photographie. Voilà. Mais merci Julie en tout cas d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Et merci à vous d'être là. Bien, Julie, je te passe la parole. Merci Céline. Mais mon cœur est toujours avec vous. Et pas que mon cœur. Bon, moi, je vais commencer juste par dire que je me souviens de la visite chez vous à Neuchâtel. Marc-Olivier nous avait reçus avec Valérie Perlès. On était en mission FEMS. En espérant, mais on n'y croyait pas une seconde, en espérant vous convaincre de rejoindre notre réseau. Voilà. Et vous l'avez rejoint, ça a été très convivial et à la fois un échange qui nous a un peu bluffés. Voilà. Donc, je suis très fière. C'est vrai que j'étais très fière de vous compter parmi nous dans notre réseau. Et pour nous, vous étiez les grands témoins évidents ce soir, parce que c'est un hommage aussi qu'on souhaitait vous rendre. Plusieurs générations de conservateurs ici, dans cette salle, ont été très largement influencés par le travail de Neuchâtel. Vous êtes des gens très importants pour nous. Et donc, on est effectivement, je rejoins Céline, très fière de vous avoir, très fière que vous ouvriez ces journées professionnelles sur la muséographie. Vous avez une exigence vers laquelle nous tendons tous. Votre réflexion nous bouscule, nous stimule pour un musée qui déconstruit les idées reçues, celui qu'on souhaiterait tous faire. Donc, que vous ouvriez ces journées de la FEMS qui s'appelle l'exposition Un espace engagé nous semblait une évidence. Mais merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc, c'est difficile de vous présenter parce que je crois que tout le monde vous connaît et connaît votre travail. Je vais le faire très rapidement quand même. Donc, Jacques Hénard, vous avez dirigé le MEN de 1980 à 2006. J'ai compté plus de 25 expositions à votre actif. Marc-Olivier Goncette, avec lequel vous avez travaillé durant toutes ces années, vous a succédé en 2006 jusqu'en 2018. C'est des tas d'expositions qui nous ont marqués. Alors, pour Jacques, mais je sais que déjà Marc-Olivier était dans la boucle. Je pense à Objet prétexte, Objet manipulé en 84. Je pense au Trou en 90. Derrière les images, 98. La Grande Illusion, 2000. Le Musée Cannibale, 2002. Je crois que j'ai jamais fait une conférence sur les musées sans citer, à chaque fois, je citais le Musée Cannibale. Donc, voilà, c'est important. Pour Marc-Olivier Goncette, des expos aussi impressionnantes, déconcertantes, questionnantes. La Grande Illusion, Figure de l'artifice,
Helvetia Park, qu'on avait visité avec Valérie. Et on s'était demandé comment vous pouviez sortir une expo comme ça. Je ne sais pas si en France on pourrait le faire. Mais bon, on en reparlera, je pense. Et j'ai oublié de dire 2004, les 100 ans du musée, avec une publication magnifique, hein, cette belle couverture argent, ce pavé argent. Publication sur les 100 ans d'ethnographie sur la colline Nicolas. Ensuite, je veux quand même citer, parce que ça aussi c'était très bluffant, Hors-Champ 2012, avec le travail, la trilogie que vous aviez lancée sur le patrimoine immatériel, Bruit, Secret où étaient pendant les travaux du musée. Donc vous aviez caché dans toute la ville. Et il y avait tout un parcours, et ça aussi c'était tout à fait extraordinaire. Donc les travaux, le musée fait peau neuve avec une réouverture en 2017 avec l'impermanence des choses. Voilà, donc beaucoup des jeux. Je ne vais évidemment pas citer toutes les expositions, mais je voulais quand même rappeler certaines d'entre elles parce qu'elles nous ont marqués, parce que on les cite très souvent. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Je ne veux pas être longue, on préfère vous entendre vous, évidemment. Et puis on donnera ensuite la parole à la salle. Encore un grand merci d'être parmi nous ce soir. Alors, bonsoir à tous et toutes. Nous sommes très heureux, Jacques et moi, d'être invités par vous. C'est la première fois qu'on parle ensemble, malgré 40 ans de travail quasiment côte à côte. Et c'est un exercice qui va peut-être être difficile parce qu'on a souvent eu l'habitude de se couper la parole. Mais on va essayer de le faire. On va donc parcourir avec vous 25 ans de muséographie en commun. Et puis on va vous parler un petit peu aussi de ce qu'est devenu le musée. Et tout ça autour du thème de la rupture, puisque c'était comme ça qu'on a été labellisé à Neuchâtel. Et ça faisait résonance pour nous au thème de l'engagement, tel que vous l'avez aussi posé. Mais pour nous, je précise que cet engagement, il a été très formel. C'est-à-dire on a beaucoup travaillé sur les formes de l'exposition, mais il y a un certain nombre de ruptures qu'on n'a pas faites. Par exemple, changer complètement le relationnel avec les visiteurs, enfin, des choses qui ont été tentées par d'autres. Nous, c'était formel. Alors on va essayer de faire ce parcours formel avec vous. Jacques, je te rencontre en fait en 1975. Tu es chef de travaux à l'Institut d'ethnologie. Donc Jacques n'était pas au musée au départ, et moi j'étais étudiant à l'Institut d'ethnologie aussi. Et il se trouve qu'en 1979, au départ de Jean Gabu, qui était le conservateur qui précédait Jacques, il y a eu une sorte d'intérim, un vide. Et ce vide a été occupé par Jacques Hénard et Pierre Sanlivre, qui travaillaient à l'Institut d'ethnologie, et donc pas encore au musée. Et cette exposition s'appelait « Être nomade aujourd'hui », donc un travail géré par Jacques et Sanlivre. Et puis ils ont invité des étudiants, puisqu'ils étaient un peu pris aux entournures, il y avait beaucoup de travail et peu de temps. Ils nous ont confié en fait la possibilité d'intervenir, et cela dans une spécificité neuchâteloise qui est le fait de décloisonner l'ethnographie, ne pas en faire uniquement un regard porté sur les autres, hein, quelque chose d'exotique, mais c'est également le retour sur soi. Et là, en l'occurrence, j'avais greffé mon mémoire de licence sur les mouvements beat hippie routard. En fait, j'avais fait mon mémoire sur les routards. Et Jacques avait accepté le scénario de l'expo qu'on avait présenté en tant que jeune étudiant et publié même ce texte dans le catalogue. Donc c'était un peu le début pour nous d'une collaboration, lui n'étant pas directeur du musée et moi n'étant pas employé du musée. Jacques, alors ça c'est quand tu prends la direction.
Si je prends la direction, comme vous l'avez rappelé, du musée d'ethnographie en 1980. Donc, ce qu'il faut souligner, et la chance de Neuchâtel, c'est aussi ça qu'on doit se rappeler, c'est que le musée d'ethnographie qui dépend de la ville, c'est-à-dire de la commune de Neuchâtel, est dans les mêmes que ce rite, et puis en même temps, ils commençaient à comprendre ce que c'était peut-être un peu l'ethnographie, voire l'ethnologie, qui consistait à regarder ce qui se passe et à expliquer. Voilà. Oui, c'est au point que certaines écoles de Neuchâtel ont instauré un rite de passage en fait, aux étudiants à l'entrée. Ils l'ont appelé tel quel et ils le pratiquent très sérieusement, toujours aujourd'hui. Jacques, c'est toujours la collection à toi, mais c'est l'expo suivante. Voilà. Donc. Alors là, je suis allé... enfin voilà, il fallait raconter un peu ce qui s'était passé quand même. Hein. Je ne sais pas aujourd'hui si on oserait vous montrer ça comme ça. Ça, c'est le fameux Kono de l'Afrique fantôme, que Léris raconte le vol, quand ils étaient sous la direction de Marcel Griaule, Dakar-Djibouti. Et j'avais réussi à obtenir, c'était Jean Guyard qui dirigeait le musée de l'Homme à l'époque, qu'on nous prête cette œuvre, enfin, ce monument, j'entends, culturel et puis historique, puisqu'on l'avait volé dans des conditions. Et vous voyez, Léris avait même prêté son carnet de notes, parce que Léris était le plus mauvais secrétaire qu'on ait jamais eu, disait-on à l'époque, parce qu'il racontait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on volait, comment on pillait, comment on méprisait les gens. Il disait tout, Michel Léris, vous voyez. Et alors, on avait commencé, et là, il y avait déjà quelques soubresauts. On disait, est-ce que c'est vraiment bien de le dire, hein? Et on avait commencé à lancer la réflexion sur, finalement, les conditions dans lesquelles les collections ethnographiques s'étaient constituées, s'étaient fabriquées, et ce qu'on a fait. Alors, les Suisses essayaient un peu de... Ils disaient, nous, on n'a jamais eu de colonie, hein, nous les Suisses. Hein. Mais on a pas mal de collections et de collectionneurs, quand même. Vous voyez? Alors voilà, la discussion commençait. Voilà, je m'arrêterai là. Même exposition, donc on a déjà parlé d'un ou deux paliers de la rupture, hein, le côté ici et ailleurs, il y a le côté anthropologie critique, même autocritique, et là on a un nouveau palier, c'est le fait d'accueillir un collectionneur d'art dans un musée d'ethnographie, donc des œuvres d'art qui sont exposées au même titre que des objets ethnographiques ou des objets du quotidien, et donc transversalité et mélange des genres qui arrive en fait dans notre démarche. Cette présence de l'objet d'art, en fait, elle va être pratiquement, elle va durer jusqu'à la fin des expos. Il y a presque pas une seule expo sans présence de ces objets. Et il y a même eu une expo qui s'est appelée L'Art, c'est l'art, en fait, qui en a fait un peu le tour. Mais ça, c'était un peu, je dirais, le départ de cette... Tu veux dire quelque chose sur Lullier ? Oui, André Lullier était un collectionneur, vous voyez, qui avait confié... il fumait des cigares très chers, qui coûtaient en francs suisses à l'époque 80 à 100 francs de cigares. On nous offrait ça au dessert. Et ça, c'est les bacs de cigares qu'il avait confiés à un artiste pour qu'il en fasse quelque chose, et il avait fait des ailes d'ange. Vous voyez, c'était cette époque mais un homme riche, ouvert, mais riche en idées, etc. Et je me rappelle toujours, je raconte cette anecdote parce que j'aime, quand vous étiez vraiment introduit dans l'art contemporain comme ethnologue et que vous alliez chez Lullier, vous le saviez le jour où on vous invitait à déjeuner dans la cuisine. Ça, c'était le top du top. Il n'y avait plus de serveurs, plus de salon, plus de salle à manger. On était quasi dans les casseroles. Et ça, c'était la réussite totale. Voilà. Le corps en jeu, Jacques. Alors, le corps en jeu, on continue encore avec cette réflexion. Hein. Vous vous rappelez peut-être de cette copie de cette femme hottentote qui s'appelait Saatchi Bartmann et qui était venue, qui avait été ramenée en France à l'époque, et quand elle est décédée, comme elle était atypique, on l'a dépesée, si j'ose dire, et on l'a mis dans des bocaux en conservation, musée de l'Homme, etc. Et toujours là, Jean Guyard lui avait prêté Saatchi Bartmann, mais je pense qu'il a
il l'a regretté. Et il était venu à Neuchâtel, et il octait un peu en voyant ça, parce qu'on faisait quand même des théories sur le regard que nous portions sur les autres. Et Saartjie Baartman, je me rappelle, vous savez, elle a été rendue en 2001, c'est quand nous avons fait le musée Cannibal, que nous l'avons rappelé, parce que c'était à peu près à cette époque que le gouvernement français a décidé de rendre et le modèle et des restes, dit-on, qu'on aurait retrouvés dans les caves du musée de l'Homme. Donc c'était de nouveau une discussion forte. Qu'est-ce que c'est que le regard que l'on porte sur les autres, les petits, les gros, et puis aujourd'hui vous voyez les couleurs, les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, et j'en passe, et des meilleurs, et tous ces débats que nous avons aujourd'hui, on y pressentait, mais sans vraiment pouvoir le dire clairement. Mais c'est un début. Voilà. Même exposition, une vitrine qui a l'air de rien, mais qui change tout par rapport à notre manière de juxtaposer l'ici et l'ailleurs. C'est, si vous regardez bien, vous voyez ici des Q-tips. Et donc, c'est la première fois que les soins du corps à l'occidental, avec des objets tout à fait simples et banaux, prennent place dans une de nos vitrines, pour finalement cesser d'éloigner l'ici et l'ailleurs, et rapprocher ces deux notions et en faire une sorte de réflexion commune. Donc refuser, si vous voulez, le grand partage que pratiquait systématiquement l'ethnographie. Oui, alors là, c'est un grand moment du musée d'ethnographie, objet prétexte, objet manipulé. On en dira quelques mots après, mais ça ressort et le combat est reparti à Genève. On nous accuse du pire. Ça fait quand même 35-38 ans qu'on a lancé ça. Qu'on a lancé, disons, ces notions de rupture qui apparaissent. Mais cette vitrinification, c'est un moment important. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on mettait les objets qu'on considérait précieux en vitrine, puis ceux qui l'étaient moins, on les laissait comme ça, etc. Jusqu'à qu'on comprenne que quand on fait une exposition, il faut construire un discours, mais il faut que tout soit clair, où tout est en vitrine, où tout est à l'air libre, si j'ose dire, ou si on doit comprendre le pourquoi. Et ça, on n'avait pas compris. Ce n'est qu'après 4-5 ans de réflexion qu'on se met à se dire, eh bien, voilà, il y a quelque chose, et puis il y a toute l'importance de la légende, du texte que l'on met, qui est aussi important, parce que qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on sous-tend, qu'est-ce qu'on ne sous-tend pas. Alors ça a été un grand moment, et ça a été, Marc-Olivier va en dire quelques mots aussi, le moment où on s'est dit, mais tous les objets méritent un traitement qui est le même. Au moment où ils entrent au musée, les objets doivent être traités de la même façon. Et c'est à partir de cette exposition, n'est-ce pas, qu'on a décrété, que j'ai décrété, je vais parler aussi comme le président Macron, j'ai décrété que tout objet qui passait la porte du musée, il restait et était traité de la même manière, collection, texte, référence, etc. Et ça a été extrêmement important, parce qu'est-ce qu'on faisait? On jetait quand même une certaine partie de nos objets avant, de notre culture, à la poubelle, parce qu'on se disait, on ne va quand même pas les regarder ces trucs pour se gratter les oreilles dans les collections. Eh bien, aujourd'hui, ils pénètrent au même titre que le Kono pénétrait dans les collections ethnographiques. Voilà, alors cet aspect vitrinification, c'était vraiment assez passionnant parce que depuis cette exposition, on a cessé, si vous voulez, d'utiliser les vitrines classiques de musées sans une raison très particulière. En fait, on a à partir de ce moment-là décidé que les vitrines allaient s'intégrer à nos scénographies. Et donc, on n'a plus acheté de vitrines ou développé des vitrines. Parce qu'en fait, c'est une rhétorique de base qu'on n'interroge jamais. La vitrine, elle est là, c'est la manière, c'est la matière muséale par excellence pour exposer les choses.
Et le fait de tout d'un coup voir ce que cette vitrine suppose dans l'acte d'exposer vous amène à la voir différemment. Alors, comme le disait Jacques, on avait décidé de renoncer aux vitrines et donc on avait créé des sortes de petites arcs de cercle en pavatex qui abritaient des scénographies. Et puis en se promenant dans cette expo un peu avant l'inauguration, on s'était rendu compte qu'on était faux. C'est qu'il fallait quand même la vitrine, c'est-à-dire il fallait quand même la rhétorique muséale, mais on a simplement mis une vitre devant notre scénographie. Et alors c'est ce que tu dis là, c'est qu'on ne peut pas se passer quelque part de la vitrine parce que c'est un geste fondateur de la muséographie, mais en revanche on peut jouer avec. Donc c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on a vraiment réfléchi à ce qu'on faisait quand on mettait en vitrine. Jacques? Ça, c'est quelque chose qui est apparu, c'est le pouvoir du conservateur, ou conservatrice, le décret. Je décide que c'est moi qui fais. Et moi, j'ai toujours été frappé, enfin, je me répète, maintenant je suis vieux, j'ai le droit de me répéter. Quand même, Marcel Duchamp, marqué le 20e, excusez, quand on met la pissotière, l'urinoir, et disant ça c'est une œuvre d'art, moi je suis allé la voir, cette pissotière à Philadelphie, vous ne pouvez pas l'emprunter. C'est plus important que la Joconde, quelque part. Ça a marqué. J'ai le pouvoir de décider. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment au centre du débat et de la discussion. Que tous ceux qui font des expos, qui entrent dans des musées, qui s'occupent d'objets, il faut comprendre que le pouvoir qu'on peut avoir. Et alors, j'avais emprunté une toile. À Neuchâtel, on a un peintre, Léopold Robert, et c'était son frère, qui était Théodore Robert. Et j'ai décrété que je transformais cette toile en planche à repasser. Vous voyez ? Alors, mes collègues du musée d'art et d'histoire, je leur avais quand même dit ce qui allait se passer. Ils ont accepté. Et la famille m'a écrit en disant qu'elle comprenait la démarche, mais qu'elle ne tolérait pas qu'on ait mis du linge sur la toile. C'était la seule critique qu'ils ont faite. Et je vous promets que le public y comprend ça, ce que c'est qu'un acte de pouvoir, une sorte de puissance qu'on peut avoir quand on manipule des objets et qu'on peut faire dire des tas de choses. Et vous voyez, aujourd'hui, ça peut entrer dans des domaines comme la publicité et tout ça. On ne se rend pas compte. Mais ça a été un acte fort et j'en suis fier encore aujourd'hui. Je précise que Marcel Duchamp lui-même avait mis en scène ce type de renversement et il l'appelait le ready-made inversé. Donc on n'a pas tout à fait inventé non plus. Alors voilà ce qu'évoquait Jacques avant, c'est si vous voulez l'entrée en matière d'objets prétextes, objets manipulés, c'est ce mélange qui dit une chose, c'est que finalement on n'accorde pas une importance particulière à la valeur marchande, mais on bascule dans l'intérêt qu'on a pour le signe. Donc, parce que l'objet exposé, ce n'est pas un objet comme les autres, il quitte la vie réelle et il devient un signe en muséographie. Et donc là, évidemment, on nous a à la fois acclamé et bousculé. Cette proposition, elle fait toujours problème. Je veux dire, c'est la proposition de base qui, aujourd'hui, est en train d'allumer des polémiques à Genève. Jacques vous en parlera tout à l'heure. Mais depuis, alors nous, on a joué le jeu, c'est-à-dire que les objets qu'on achetait, qui sont des objets de rien, dans les supermarchés pour leur valeur de signe, eh bien, c'est vrai qu'avant objet prétexte, on les jetait ou on les mettait dans une caisse qui était la caisse des objets qu'on pouvait éventuellement réutiliser à l'occasion. Et à partir d'objets prétextes, ils ont fait l'objet d'un traitement normal. Ils entraient dans la base de données, à tel point qu'ils font maintenant vraiment une sorte de partie de la collection qui est très intéressante. Et celle-ci, notamment, elle a circulé, elle a été empruntée par l'exposition Dieu, mode d'emploi. Donc vous voyez que même des objets de rien peuvent faire l'objet d'emprunts et de prêts. Je ne vais pas les détailler, mais c'est pour nous aussi un des centres de notre démarche. Oui, celle-ci, par exemple, quand même, c'est une poudre à lessive Sida qui a figuré dans une de nos expos, mais c'est un visiteur qui nous l'a donnée. Il s'est dit, tiens, ça ne peut pas ne pas vous intéresser.
C'est une poudre à lessive qui a été en fait retirée du marché parce qu'elle n'avait pas le bon nom au bon moment. Hein. Mais qu'un visiteur se rende compte que chez nous, on pourrait éventuellement avoir de l'intérêt pour cet objet, ça c'est assez remarquable. Jacques ? On a temps perdu, temps retrouvé du côté de l'ethno, bien voilà. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que pour faire une expo vraiment de qualité, il fallait un début et une fin, il fallait écrire en texte. Et ce texte, enfin, vous le voyez, hein, mais on a illustré chacune de ces propositions. Hein, les objets mémoire, les agressions quotidiennes, la mise en vedette, le mélange des genres. Que faut-il sauver du présent? Vous voyez, c'était les grandes questions du moment avec lesquelles on essayait de réfléchir. Mais c'est ça. Hein. Il faut qu'il y ait un début et une fin. C'est aussi bête que ça, mais c'est toujours vrai. Hein. Vous verrez, on le reprendra dans un autre exemple encore. Mais avançons. Oui. James Clifford a utilisé cette expo dans son bouquin Le malaise dans la culture, aussi comme justement exemple d'une expo récit. Ça, c'est un élément qui est aussi sorti à la fin de Temps perdu, temps retrouvé, c'est cette nécessité de l'esthétisation, de l'esthétisme. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait de l'exposition signée qu'on doit faire des expositions moches. Et au contraire, la mise en valeur des scénographies a une importance capitale. Et là, c'est notre scénographe Jean-Pierre Tsaug, qui était un artiste lui-même, parce qu'il faut dire qu'on a eu de la chance d'avoir un artiste dans notre équipe, à l'intérieur même de l'équipe, fait une proposition comme celle-là à la fin de Temps perdu, temps retrouvé. Et c'est une proposition que j'ai retrouvée plus tard au Palais de Tokyo, hein, signé Shenzhen, mais vous aviez d'autres artistes qui ont fait des propositions du même type. Ça m'a frappé finalement qu'en 86, notre scénographe ait déjà lancé une proposition comme celle-là. Alors oui, le mal et la douleur, le choc cognitif, et là vous le voyez, on avait marqué très fort, pas s'étendre trop longtemps, mais un piège à démons tibétain, et puis un confessionnal du canton de Fribourg. Je vous promets que le débat était lancé là. Les catholiques, et les gens finalement ont compris ce que c'était qu'un piège à démons, ou ce que c'était qu'une culture qui avait des rites qui devaient, les uns devaient se confesser, les autres devaient, par d'autres rituels, essayer de se débarrasser du mal et des problèmes. Et ce regard de deux objets comme ça en dit long. Et on nous a beaucoup reproché, hein, et encore aujourd'hui, que les gens ne comprenaient pas ce qu'on voulait. Et on peut le dire que ce n'est pas vrai. Les gens comprenaient bien au-delà parfois de ce qu'on essayait de démontrer et de faire lire. Hein? Les gens, ils sont intelligents. Si vous les accueillez et puis vous leur dites, allez-y, avec votre savoir, vos a priori, vous vous baladez dans l'exposition, eh bien ça marche. Il ne faut pas avoir peur d'inviter tout un chacun à se prononcer et à regarder et à dire ce qu'il pense. Oui, j'ai utilisé le terme de labeling ici, donc étiquetage, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là, c'est en 86, que Jacques lâche le terme de muséologie de la rupture. Et c'est à propos de... Enfin, Alors, j'ai écrit un tout petit texte, j'ai oublié de le prendre, je vous donnerai la référence exacte s'il y a lieu, mais il a été réutilisé et cité, il est toujours cité d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai vraiment piqué une crise de colère en me disant, mais ces expositions où on met les objets les uns à côté des autres, hein. Vous mettez une bouteille d'eau, plus une bouteille d'eau, plus une bouteille d'eau, plus une bouteille d'eau, puis dessous vous écrivez bouteille d'eau. Hein. Il y a des centaines d'expositions comme ça, encore aujourd'hui. C'est terrifiant. Et alors, on avait proposé en disant, mais maintenant, la rupture doit venir, hein, c'est terminé. On peut
vraiment montrer des bouteilles d'eau puis expliquer ce que c'est, comment c'est fait. Ça, c'est la gestion des collections, c'est la gestion du patrimoine, etc. Mais lorsqu'on construit un propos, une exposition, il s'agit d'en dire un peu plus et de faire des théories. Et cette notion de rupture, c'est dans l'air sans doute, a été vraiment reprise et encore aujourd'hui, elle fait débat. Ça ressort. On en dira un mot pour finir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle intègre quelque part toutes les propositions qu'on avait faites avant, même sans qu'elles soient forcément mentionnées par... Là, c'est la journaliste qui, pour la première fois, j'ai jamais trouvé avant de mention de ce thème de la rupture. Et voilà, bon, on va passer au stade suivant, c'est le salon de l'ethnographie. Donc, vous avez remarqué qu'il y a une tendance à Neuchâtel à la réflexivité, hein, collection passion, objet prétexte, objet manipulé, ça c'était ensuite temps perdu, temps retrouvé, c'était une réflexion sur les musées. Et là, degré 4, sur le marché des biens symboliques. Donc le salon de l'ethnographie, avec ici une volonté, c'était une partie de l'exposition permanente, c'était encore une proposition de Jean Gabu, et Jacques et l'équipe avaient simplement mis comment est-ce qu'on appelle, de petit truc noir, bon, ils avaient, si vous voulez, caché les étiquettes, rebouché les étiquettes. Il n'y avait plus d'informations. Donc en fait, on comprenait que l'ethnographie s'opposait quelque part à cette sacralisation de l'objet par le fait qu'on pouvait supprimer l'étiquette quand on sacralisait. Le trou, tu en as parlé auparavant. Alors le trou, ça c'était un grand moment pour tout le monde. Parce qu'on s'est dit quand même, montrer un concept, je crois qu'il est universel. Toutes les sociétés humaines ont une notion du trou. Voilà. Alors on s'est dit, on y va. Et je vous raconte une anecdote quand même qui vous sont pesant d'or. On s'est dit, comment ça marche dans le cerveau? Comment exposer l'intérieur d'un cerveau? On est allé à Lausanne, il y a un institut qui était tenu par un médecin hollandais. Ils m'ont expliqué, on a dit, professeur, il faudrait qu'on ait du cerveau pour pouvoir entrer dedans, que le public puisse entrer dedans. Il faudrait un plafond au cerveau, le bas, et puis deux côtés, pour faire une boîte. Et alors le prof, qui était type intelligent, il est allé dans un armoire frigorifique. Il a sorti un premier cerveau, et devant nous, tac, tac, il a coupé deux tranches, tourné, deuxième cerveau humain, donc qui était étiqueté, tac, tac, mis ça dans liquide, puis on est rentré à Neuchâtel. C'est la seule fois de ma vie où j'ai invité mes collègues à déjeuner, ils ont refusé. Et alors, on entrait dans l'exposition, passait dans le cerveau, puis après le trou. Alors, on avait pris le modèle de Butor, modification. On avait lu ça, relu ça la nuit. De temps en temps, vous levez le matin, vous, hein. Alors, on avait fait tout un parcours. Vous levez le matin, vous êtes à la cuisine, puis on avait fait une cuisine. C'est plein de trous. Il y a le four, il y a l'évier. Puis on mettait des objets ethnographiques avec des trous. Vous allez à la salle de bain, après, voilà, le trou, le liquide amniotique, en fait, toute une histoire. Puis vous allez finalement à la cave avant de partir, et puis vous descendez. Puis il y avait des choses curieuses, des objets. Il y avait une jambe qui sortait d'un sarcophage. Il y avait des piles d'argent dans un congélateur, en fait, des histoires très curieuses. Et il y avait, tu montres l'image peut-être, ça. Oui, alors c'est intéressant parce qu'on n'a jamais pris autant de liberté en fait avec les objets ethnographiques. On a travaillé avec un artiste qui s'appelait Minkoff, qui a été un collectionneur en même temps d'objets ethnographiques. On lui avait demandé de choisir 18 objets pour les 18 trous de l'exposition qui lui parlaient à lui. Et puis ensuite, il s'est agi de distribuer ces 18 pièces choisies par l'artiste dans l'expo. Et mes collègues m'ont dit, Marc-Olivier, tu les choisis, tu les attribues, parce que c'est toi qui connais le moins tout ça. Comme ça, il n'y aura pas trop de risque que tu sois pollué par la connaissance implicite. Donc l'idée, c'était non pas de
tenir compte du contexte dans lequel l'objet avait été utilisé, mais de l'utiliser pour ses propriétés formelles, éventuellement pour quelques évidences. La régale qui est dans le précédent, on voit bien que c'est un signe de pouvoir hein, dans les toilettes. Donc, et ça, on nous en a beaucoup voulu aussi, parce que tout d'un coup, on libérait les objets de cette alternative que nous offrent encore quand même les gens, de dire, s'il y a le contexte, alors ça va. Eh ben, selon nous, ça, ce n'est pas un critère. Il peut très bien ne pas y avoir le contexte. Et on peut aller très loin, c'est-à-dire on peut offrir une autre vie à un objet qui dit des choses qu'il ne dit pas dans son contexte. Mais ça, c'est une libération de l'objet que certaines personnes vivent assez mal. On peut reculer, on ne peut pas reculer. On peut reculer. Oui. Alors ça, hein, une fois qu'on était passé à la cave, on allait en ville, il y avait des trous partout, et on prenait l'avion. Et par les hublots, on regardait, il y avait des images, et l'avion s'écroule. L'avion tombe, et on dit que dans les dernières secondes, des gens qui ont échappé racontent que toute leur vie a défilé. Alors on a raconté la vie des gens, hein, dans des chambres, etc. Et là, c'était une sorte d'éloge du pouvoir. Et on a eu de très gros ennuis avec l'ambassade de Suède, parce que ce sont les couleurs de la couronne suédoise. Alors on a dû s'excuser en disant que notre ignorance avait fait qu'il n'y avait aucune allusion au régime suédois, etc. C'est vous dire comment les histoires étaient intéressantes et amusantes. Voilà, continue. Si, hein, alors ça c'est, nous on revient avec du décret, du pouvoir. Hein. Si j'ai la puissance de, je peux décréter que ça. Hein, et de nouveau, vous voyez, on est un peu obsédé par les toilettes, et puis tout à gauche, dans la porte de gauche, il y a des tableaux, il y avait du Mosset, il y avait du Buron, il y avait des choses comme ça. Hein. Et si j'ai encore une fois, le pouvoir, la connaissance d'imposer et de dire, eh bien, voilà, il faudra venir discuter, comprendre, discuter et contester, et c'est là que le débat fonctionne. C'est donc ça, véritablement, un discours qu'on avait amorcé sur ce qu'on appelle ce savoir, ce savoir commun, mais qui est véritablement passionnant. Oui, le secteur s'appelait « Mon gamin offrait autant ». Et en fait, c'était cette manière justement de reléguer tout ce qui semble être minimaliste, technique, voilà, qui semble primaire aux toilettes. Raisonnement qu'on entend tous les jours par rapport à des pièces proposées par certains artistes. Alors, la différence, vous en avez peut-être entendu parler, projet qu'on gère avec les Québécois et les Français de Grenoble, qui passe même par Paris, il y a une étape supplémentaire qui est greffée. Et pour nous, c'est l'occasion de dire, parce qu'au début, dans la fosse qui faisait face à l'entrée, on était la première étape de l'expo, chaque musée devait présenter sa spécificité, dire qui il était. Et nous, on a décidé qu'on allait se présenter avec un manifeste. Et c'est là qu'en fait, nous avons élaboré, Jacques et moi, en mettant un peu d'ordre, quelque part, sur cette théorie de la rupture qui avait émergé, qui avait pris du corps. Mais chacune de ces phrases, elle reprend un peu ces éléments, mais on l'a fait de manière très spontanée. Et en fait, c'est resté. C'est-à-dire ce manifeste, il est toujours critiqué ou proposé, mais il nous est revenu dans la figure à plusieurs reprises, bien après. Donc il a une certaine cohérence. L'art, c'est l'art. Alors, avant de devenir directeur du musée d'ethnographie, j'étais chef de travaux, mais avant d'être chef de travaux, Jean Gabu, qui était mon professeur et mon prédécesseur comme directeur, m'avait dit qu'il faut aller un peu voir ailleurs. Et j'étais parti à Bâle, au musée Verkerkunde Museum, un musée d'ethnographie de Bâle. Et j'ai travaillé 2 ans comme conservateur dans ce milieu-là. Et c'est là que j'ai connu un artiste jurassien qui s'appelait Rémy Tsaouk. Ceux qui connaissent un peu l'art contemporain, c'est un homme célèbre. Il est mort déjà longtemps. Et on avait écrit un livre avec lui. On avait décrit un parallélépipède rectangle
troué, plongé dans l'espace. Et Zog disait, on ne peut pas parler de l'art. Ça ne va pas d'écrire sur l'art. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, on avait fait un livre de 300 pages, sans ponctuation et sans rien. Il disait, des segments de droite de temps, 300 pages, à équidistance de temps, montre en parallélépipède rectangle plongé dans l'espace. Et ces 300 pages avaient été contrôlées par les informaticiens de Ciba-Geigy à l'époque à Bâle, pas qu'on commette d'erreur, hein, mais il y avait encore quelque chose parce qu'on avait bien dû trouver un sens. Et ça avait été exposé au Kunstmuseum de Bâle, toutes ces pages, et ça avait failli coûter la démission du directeur à l'époque, parce qu'on pensait qu'on se foutait du public, etc. Et cet homme, un jour, je lui dis, il faut que tu viennes avec nous. Et puis l'art, c'est l'art. Voilà. Et de nouveau, vous voyez, on retombe dans le décret, on retombe là, dans la puissance. Qui c'est qui dit que c'est de l'art? L'art, c'est l'art. Et puis d'autres critères font que de l'art, pour les uns, c'est de l'art qui n'est pas peut-être pour les autres, etc., etc. Et on avait fait là un grand coup avec des propositions fortes, sans grand commentaire. Les gens devaient se débrouiller tout seuls, et ils avaient peut-être à la fin quelques propositions, quelques suggestions. J'ai une image que je veux voir. Juste dans la technique de Zog, c'est l'opposition des deux couleurs complémentaires, là très forte, crée une sorte de liseré blanc qui vous met le titre en relief quasiment. Alors oui, l'idée de cette expo, c'était qu'on avait un certain nombre de lieux, et c'était des lieux où l'art se consommait, se voyait, se disait, et on avait par voie d'affiche demandé si un Neuchâtelois serait d'accord de nous prêter une partie de son appartement, dans lequel il y aurait éventuellement quelques signes de la présence de l'art au quotidien. Et une personne qui partait à l'hôpital nous a très gentiment dit qu'on pouvait venir chercher son salon pendant la durée de l'exposition. Donc en fait là, si vous voulez, c'est à nouveau cette démarche qui va vers le monde et qui fait rentrer le monde au musée. C'était déjà le cas dans les autres boîtes, puisque le musée d'art contemporain était montré en cherchant les codes du musée d'art contemporain à côté d'un atelier de sculpture sur bois de Briens, par exemple. Alors là, voilà la petite annonce que nous avions produite dans le journal avec succès. Jacques, c'est la grande illusion. Alors, sur le modèle de la différence, on s'est dit on va jouer avec cette manière de procéder avec les musées de la ville de Neuchâtel. On choisit un thème, la grande illusion, et chacun fait ce qu'il veut, mais sans communiquer. Parce que la différence, c'était le contrat. On ne se disait rien pendant la préparation. Et nous, on a découvert le jour où les Québécois et les Grenoblois sont arrivés chez nous, ce qu'ils avaient fait. Et là, ça a été la même chose. Et ça, c'est un grand moment pour moi de l'histoire géographique, parce que la grande illusion, et toute l'équipe s'était lancée. Il y avait des problèmes, toujours de crise, etc. Et on avait un collègue, Sabelli, qui enseignait l'anthropologie économique et qui nous avait attirés. On travaillait sur la bourse qui s'écroulait, enfin, on racontait des trucs, etc. Et je ne sais pas, j'ai eu une chance extraordinaire. Je lis de temps en temps Rimbaud la nuit quand j'ai la peine à dormir. Et je lis Après le déluge, premier poème des Illuminations. Et le matin, j'arrive, toute l'équipe a commencé à travailler, je dis stop, j'ai trouvé le scénario, c'est Après le déluge. Alors là, ils ont dit Brenard, la clinique psychiatrique, c'est pas loin, etc. J'ai dit réfléchissez, et quelques jours après, tout le monde était d'accord. On va mettre en scène ce poème d'Arthur Rimbaud. Alors le grand débat, c'était est-ce qu'on interprète ou bien est-ce qu'on essaye de le raconter tel quel, le plus proche possible. Alors, vous voyez, on n'a pas parlé d'histoire du tout. Alors là, j'ai repris ce petit texte parce que je ne sais plus le poème par cœur. Mais après que l'idée du déluge se fût assise, un lièvre
Alors, asseoir le déluge, c'est pas évident. Hein. Alors, on a filmé une tempête effroyable, mis dans une télévision et puis sur une chaise, évidemment. Avec l'idée du déluge sur assise, un lièvre s'arrêta dans les 5 foins, voilà le lièvre, les clochers de mouvance et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Tout y est. Et après, les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà. Et voilà, et tout à coup, il y a tout qui repart, les étals qui se mettent en place. Hein. C'était après l'échec de la Commune de Paris que Rimbaud a écrit ça. On ne fait pas d'historique. Hein. Et tout à coup, il écrit cela. Madame établit un piano dans les Alpes. La messe et les premières communions se célébraient au 100 000 hôtels de la cathédrale. Les caravanes partirent. C'est le tourisme qui reprend, c'est les voyages, etc. Et finalement, ça se termine assez mal. Et la reine, la sorcière qui allume la braise dans le pot de terre, ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait que nous ignorons. Et tout à coup, en regardant ces images que j'avais choisies, Marc-Olivier, c'est ça, après le déluge, après le Covid. Vous voyez, le lièvre s'assoit de nouveau un peu dans les 5 foins, les étals se redressent, Madame établit un nouveau piano dans les Alpes, on commence à reprendre un peu l'avion, malgré tout, on va voir les autres, et c'est toujours cette mécanique, et ça recommence tout le temps. Hein. À un moment donné, Rimbaud dit « les castors bâtirent ». Alors nous, on avait été chercher des castors au musée d'histoire naturelle. On les avait mis avec des casques jaunes comme les travailleurs. Ils étaient sur des échafaudages qui construisaient l'Allemagne après le chute du mur de Berlin. Vous voyez, ça fonctionne, ces histoires. Et c'est tout le temps la même chose. Et ça a été un discours extrêmement puissant et fort, auquel tout à coup on peut s'associer et associer un grand public qui comprend vraiment ce que ça veut dire. Oui, je certifie qu'effectivement, on avait cru que Jacques avait tourné un peu kazakh, mais c'est vrai qu'on a fait l'exercice après de lire très attentivement le poème, on en a fait même une analyse serrée, et on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait déballé, sans fil conducteur, sans possibilité de le mettre en scène, ça prenait place. Et donc ça validait cette illumination du matin dans sa baignoire. Nous pouvions utiliser ce poème comme matrice. Et en fait, c'est souvent le cas. Les matrices sont là autour de nous, elles sont prêtes à être utilisées, à porter un message, parce qu'après, quand vous avez le fil conducteur, vous avez l'expo, mais parfois on les oublie, on ne les utilise pas. Musée Cannibale, vous connaissez peut-être tous l'affiche, elle a eu le droit d'être sur la couverture d'un bouquin de muséologie. Donc là, c'est le pas de plus dans la réflexivité sur le travail du musée d'ethnographie, ce pouvoir dévorant du musée d'ethnographie qu'on a vraiment évoqué très clairement dans l'expo, avec ce renversement dans la salle, notamment, où vous avez ces gravures qui montrent les autres cannibales, et puis vous avez le cannibalisme muséal qui présente en fait des autres à consommer, l'autre comme primitif, l'autre comme acculturé, l'autre comme bon sauvage, comme féroce, comme folklorique. Et puis Jacques va vous parler de cet autre qui est réflexif. Vous avez vu avant la journaliste qui avait pour la première fois parlé de la rupture avait écrit l'année d'avant que Hénard, finalement, faisait quand même n'importe quoi. Et qu'il ne serait pas étonnant qu'on voit un jour une vierge dans une saucisse au chou. Alors, on s'est dit, tiens, j'ai le pouvoir, nous avons le pouvoir, hein, nous décrétons, alors vous voyez, sur les bouteilles, on avait mis des portraits des conservateurs, portrait d'Hénard, on avait dressé la table et on avait mis la Vierge dans la saucisse au chou. Parce que et ça, le public qui comprend, quel qu'il soit, ce que c'est qu'un acte, comment est-ce qu'il faut dire, de puissance, comment on peut manipuler
Hein, si on a les moyens et à la force, on peut tout contester, on peut dire que c'est un scandale, etc. Mais enfin, le débat est ouvert. Et ça, j'en étais toujours très heureux que mes collègues... Et ça, vous voyez, la force de cette salle à manger, hein, avec ces coupoles, c'est que 3 jours avant, ou une semaine avant, la panique s'est emparée en disant « mais les gens vont se servir, ou ils vont tout casser, ou il y aura quelque chose ». Et on a eu cette chance inouïe de trouver, chez un marchand, ces coupoles en plastique, ce qui donne un style et un luxe à cette salle à manger exceptionnelle, et qui met en vedette, et ça c'est un coup de chance. Mais tout le monde est traité, tous les thèmes sont traités de la même façon. Donc là, c'est un retour d'objet prétexte quand on vous disait qu'au dernier moment, on avait mis finalement des vitrines devant les scénographies pour accuser la rhétorique muséale. Là, elles sont infiniment plus justes avec la coupole que sans. Sans, c'est des tables avec des trucs dessus. Et là, c'est une présentation muséale avec des signes forts. Une petite allusion à un pas de plus, c'est impliquer le visiteur dans une double visite. Ça s'appelait X. Le visiteur faisait un premier passage à l'extérieur de ces miroirs sans teint. Il rencontrait un certain nombre de scénographies qui évoquaient la sexualité sous tous ses aspects. Et nous, on avait décidé qu'il fallait absolument que le visiteur vive l'idée d'un filtre qui est en train de nous conditionner. Et nous avions proposé cette deuxième vision panoramique de l'expo, avec le décalogue, en fait, qui scandait chacune des pièces dans lesquelles les visiteurs avaient passé. Ils se rendaient compte finalement de l'empreinte qu'avait cette règle judéo-chrétienne sur nos vies. Mise en boîte. La mise en boîte, oui, ça c'est, au fond, repenser toujours la mémoire des choses. Et vous l'avez remarqué, on a toujours aimé, moi j'ai toujours aimé les boîtes. Les boîtes de conserve. Je me suis surpris quand même, chez moi, à me rendre compte que je n'aime pas forcément les sardines, mais j'achète des boîtes, il y a des images. S'il y a la clé dessus, je n'achète pas. Et si elle est derrière, et qu'il y a une belle image, je me suis rendu compte qu'on les conservait. On a 100 boîtes de sardines dans un coin à la cuisine, ce qui est complètement débile, mais vous ne pouvez pas les jeter. Et alors, de temps en temps, on en ajoute une nouvelle. Et alors, on s'est dit, tiens, la mémoire, etc. Et sur cette thématique un peu imbécile, mes collègues ont travaillé sur ce sujet, essayé de raconter des histoires diverses. Bon, en fait, c'est notre dernière expo, ensemble. Ce qui était intéressant, c'était qu'on avait choisi le titre « Mise en boîte ». Puis on s'est rendu compte qu'il avait déjà été utilisé par une fabrique de boîtes de conserve qui avait fait une expo un jour sur mise en boîte. Puis on se dit, zut, il faut trouver un autre titre. Puis en fait, c'est bien tombé parce qu'on a une réflexion sur ce thème de la mémoire. On s'est rendu compte que ce n'était pas juste, parce que l'analyse qu'on faisait, c'était qu'on remettait en boîte. Ce n'était pas une mise en boîte. La mise en boîte, c'est l'enterrement. Mais la mémoire, c'est une remise en boîte. C'est-à-dire on ressort les éléments. Et on est tombé sur la théorie qui validait notre idée, c'était celle des doubles funérailles, qui sont présentes dans pas mal de sociétés exotiques, où on doit retourner au corps enterré, mis de côté, pour lui offrir une deuxième sépulture. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on vivait sous ce régime aussi chez nous. Mais simplement, c'était de manière beaucoup plus discrète, sauf, par exemple, dans le cas du Panthéon. Alors ça, c'était un peu la méga boîte qu'on avait commandé à un fabricant pour évoquer ce moment où il y a quelques grands ancêtres qu'on remet en boîte définitivement dans un lieu prestigieux. Voilà, alors on a fait déjà assez long sur cette première partie qui présente finalement notre travail en commun. Assez rapidement, je vais faire une transition. Je vais peut-être... Ah oui, je vous signale que ce PowerPoint est à votre disposition s'il vous intéresse. Il suffira de me donner votre adresse email et je vous l'enverrai avec plaisir parce qu'on n'arrivera pas à faire le tour de ce qu'on a préparé. Donc ici, c'est la suite.
mes collègues et moi-même, parce qu'en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais mes successeurs, qui sont Grégoire Mayor et Yann Laville, sont également mes adjoints du moment où je pars tout seul, hein, où Jacques s'en va. Et donc, on peut parler de témoins, hein, mais de témoins, de passage de témoins, hein, en fait, en l'occurrence. Et là, c'était notre prise de position commune, hein, qu'on assumait l'héritage de la rupture, qu'on avait contribué à constituer, et on a ajouté quelques éléments. L'idée de micro-terrain, c'est l'idée qui nous semblait intéressante, c'est ces recherches qu'on fait quand on fait une exposition, qui ne sont pas des longues recherches de l'ethnographie, mais qui sont quand même une manière de se coltiner la réalité, d'en faire usage. Continuer le travail sur la rhétorique muséale et surtout alors le nouveau rapport aux objets et aux collections. Là, ce n'était pas forcément le fort de Jacques, mais il m'a légué un musée qu'il fallait rénover. Et donc, il a fallu faire le tour des collections, il a fallu faire l'inventaire. Donc, je savais avec mes collègues qu'il fallait qu'on reprenne ce dossier des collections de manière beaucoup plus suivie. Alors là, simplement quelques images pour parler de la continuité. Dans Figure de l'artifice, c'est Dédale et un certain nombre d'éclats du mythe de Dédale qui font fil conducteur, un peu comme on vous a parlé du poème de Rimbaud. Là, ça c'était avant, c'était l'idée du Minotaure, du génie génétique, puis là, c'était le labyrinthe, qui était en fait une série de mannequins et des textes. Réaction d'un journaliste, Étienne Dumont, qui dit que ouais, c'est un magnifique spectacle, peut-être un peu un télo, mais il y a ce qu'il faut, etc. Mais vu la continuité, on a sûrement cloné Jacques Hénard. Vous voyez, comme on a de la peine à se débarrasser de son mentor dans ces cas-là. Première exposition qu'on fait dans la villa avec mes collègues sur les collections. Ça, c'est nouveau parce que Jacques n'avait jamais voulu utiliser un vrai budget dans la villa. On faisait toujours des petites interventions. Là, on a commencé à essayer de gratter, voir ce qu'il y avait derrière. Et puis, on a consacré un budget complet à une très importante mission en Angola, qui en fait était une manière de revivre le musée cannibale, mais avec un exemple très concret. Avec mes collègues, on était autour des festivités autour du revival de mai 68, hein, qui revient tous les 8. Et donc, on avait fait une exposition qui avait un rapport avec la violence jeune. Et là, c'est une exposition qui, en fait, m'a amené aux États généraux de la jeunesse à Liège, parce qu'ils ont emprunté, en fait, l'exposition à Neuchâtel pour aller la montrer à Liège à cette époque où ils avaient en fait une réflexion assez... Et c'est la première fois que je me suis retrouvé comme conservateur au centre d'une espèce de tempête politique. Helvetia Park, on en a parlé avant, alors des choses assez marrantes qu'on n'avait jamais essayé avec Jacques autour de l'interactivité. Ici, c'était chaque machine ou chaque secteur parlait d'éléments de la culture en Suisse, donc c'était une mise en perspective de la culture suisse. Et on avait créé des Heidi, c'était des pièces qui vous permettaient d'utiliser les machines. Et ça, c'était des pièces, des machines à sous, mais qui avaient comme particularité qu'elles vous rendaient davantage de pièces que ce que vous mettiez. C'est donc l'inverse de ce qui se passe dans les fêtes foraines. Ce qui vous permettait ensuite d'utiliser les machines. Et donc, ce qui vous faisait penser à la manière dont on soutient la culture, puisque la culture, finalement, elle ne peut pas rouler toute seule. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, on avait des gens qui passaient leur après-midi à gagner des ID au lieu d'aller... C'était la première fois de leur vie qu'ils gagnaient sur ces machines. Notre manière de traiter le bruit et le son comme un objet, on ne l'a jamais fait aussi. C'était autour du patrimoine culturel immatériel, donc c'était normal qu'on fasse ce type d'expérience. Donc les sons qui étaient en caisse, les sons qui étaient les objets de l'expo. On est arrivé jusqu'au concert à l'intérieur de l'expo, ce qu'on n'avait jamais fait. C'était une vraie scène qui avait été dressée à l'intérieur de l'expo pour permettre des concerts. On s'est permis un bis repetita, c'est-à-dire on a réutilisé la même structure que bruit pour faire What are you doing after the apocalypse, ce qui est quelque chose d'assez expérimental. Certaines personnes nous ont voulu, ils ont dit que c'était une manière vraiment de refaire du même, et d'autres étaient fascinés. Ça, c'est la fin de Imagine Japan. Vous voyez, les chocs cognitifs sont toujours là, hein, Eros et Thanatos, le samouraï et la love doll. Oui, cette expo a eu la visite
de l'actuel empereur du Japon. Donc vous voyez que le samouraï, la Love Doll, ne nous a pas posé problème. Et ça, c'était secret, on en a parlé avant, c'est-à-dire le musée qui envahit la ville, qui devient un conflit un peu avec les citadins. Ici, on a été pendant toute l'expo, il y avait des gens qui nous fichaient en l'air nos affiches et nous qui revenions inlassablement pour les réparer et puis les muscler. On les rendait toujours plus fortes à tel point qu'on a gagné. Enfin, ils ont arrêté de nous les détruire donc, pendant un certain temps. Ici, on était dans une culture alternative, Casa Choc. C'est un jeune gars on s'était permis de mettre des signes kabbalistiques sur sa porte avec la permission des personnes qui louaient les lieux. Et il a failli nous faire un procès parce qu'il y avait ce signe satanique sur sa porte alors qu'on était dans le temple de la contre-culture à Neuchâtel. Et ce qui était drôle, c'est qu'on a eu la même chose qui s'est passée, mais à l'église rouge, où dans la crypte, on avait posé une allusion. Il faut dire secret, c'était aussi des phrases. Et là, c'était l'idée de sphère, le secret qui est dans un certain nombre de sphères. Donc la sphère était devenue l'image de base. Et on avait mis des boules de geisha et cette boulette à facettes. Et puis un paroissien a signalé à l'abbé que si ce truc restait dans l'église, il venait avec sa masse et il fichait en l'air la scénographie. Donc voilà, c'était une manière de se confronter aux vrais problèmes et à des réceptions qui peuvent se passer en ville. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire à ce sujet. Non, moi j'ai vécu l'exposition. Pardon, j'ai visité aussi l'exposition et c'était assez étonnant d'aller en ville et de découvrir, selon certaines consignes qu'on nous donnait, ces éléments. Et les gens aimaient ça. Oui, c'était une nouveauté certaine pour moi aussi. Et ça, c'est une petite allusion à la nouvelle proposition d'exposition de référence dans la villa rénovée. Et là, on s'était permis une sorte de lieu. On s'était dit qu'on allait quand même remontrer la momie qui est une sorte d'emblème des collections de Neuchâtel, mais qu'on ne pouvait pas la remettre comme on l'avait mis précédemment. Et là, en fait, on a fait une sorte de cérémonie autour de la momie, autour de ce corps, avec tous ces anthropomorphes du musée. Bon, je pense que, je ne sais pas si on va vraiment continuer. Là, il s'agit des personnes. Il s'agit en fait ici de la transition. Si vous le voyez, vous verrez que le commentateur reconnaît dans l'exposition de référence les principaux ingrédients de la rupture. Ensuite, dans les mises en cause, j'ai reçu une salve de Roland Recht du Journal des Arts, ça c'était en 2011, qui a repris in extenso exposer pour s'en moquer, et qui dit qu'exposer, c'est un verbe transitif. Donc vous voyez la différence entre notre perception et la sienne se résume à ça. Ceux qui pensent qu'exposer est un verbe transitif sont fatalement opposés à notre manière d'exposer, puisque nous, on pense qu'exposer, c'est quelque chose de très complexe dans lequel il y a d'idéologie, il y a du pouvoir, enfin, etc., etc. Je ne vais pas refaire notre... bon, j'avais répondu à cela, je vous laisserai le trouver dans... ça, c'est Dumont, donc le journaliste le plus dur de Suisse, c'est un de ceux qui connaissent le mieux la muséographie, qui avait fait une critique de l'exposition Le Mal du voyage. Ça, c'est pour justement faire une allusion au passage de témoins vers mes collègues, Diane Laville et Grégoire Maillor. Donc, dire qu'il s'agissait d'inconnus, c'est pas vrai. Ils étaient là depuis 2006, une date frontière. L'ensemble m'a paru très intelligent. C'est déjà un très, très grand achèvement que d'avoir ces termes par cet homme. Elle se révèle bien faite, elle manque de belles pièces, il faut aller découvrir les nombres, c'est relativement gentil. Et puis ensuite, alors ça devient un peu plus dur, l'ethnologie, ce ne sont plus les peuples, etc. Seulement voilà, ce qui apparaissait novateur vers 85, n'est plus aujourd'hui. On a vu entre-temps une quantité de Piénard faire joujou avec des thèmes et des collections, moins d'à propos, etc., Dufour, Gonzette, Marc-Olivier Valère, et Marc-Olivier Valère, c'est Genève, musée d'art et d'histoire, sous la plume, et il serait maintenant temps d'innover à nouveau, de bousculer, mais dans un autre sens. Alors là, on le prend volontiers, ce reproche, mais on fait quoi c'est dans un autre sens. C'est quoi ce sens? Il va où? Et puis selon quel nouveau concept? Puis ça, c'est Jacques qui va faire quelques allusions à la tempête toute récente de juillet autour du MAH,
Et là, Jacques, il y avait cette histoire de, si tu veux reprendre là, elle est incompatible avec les enjeux d'un patrimoine auquel la collectivité s'identifie. On ne s'en sert pas comme du vitrine ou d'un écran pour projeter anachroniquement les fantasmes d'un curateur en quête de notoriété. On se met au contraire à son service pour écouter ce qu'il a à nous enseigner sur notre passé, notre présent, et pour le transmettre aux générations futures. Alors, commentaire? Oui, en 2 mots, quand j'ai quitté le musée d'ethnographie, Marc-Olivier a repris la direction. On m'a invité à Genève pour diriger le musée d'ethnographie de Genève. Et j'ai passé là 4 ans et pu relancer le concours d'architecture et le musée d'aujourd'hui, on a pu le mettre sur pied en 4 ans. Et à ce moment-là, peu après, il y a toujours des problèmes au musée d'art et d'histoire de Genève, qui est un musée important. Il y a 180 collaborateurs, il y a quand même un budget d'à peu près 50 millions de francs suisses, sans les sponsors, etc. Et les conservateurs, les directeurs se succèdent. Et on a nommé... Alors la direction de la ville de Genève a formé une commission que j'ai coprésidée avec un collègue qui était Roger Mailloux, directeur du musée international de la Croix-Rouge. Et on a travaillé avec Martinez, on a travaillé avec la directrice du musée, du département d'histoire d'Amsterdam. Et on a réglé on a donné une sorte de projet, pas une sorte, mais un projet pour refaire ce musée, et on a nommé un nouveau conservateur qui est Marc-Olivier Valère. C'est lui qui avait relancé le palais de Tokyo. Vous l'avez peut-être suivi. Ensuite, il a été aux États-Unis, etc. Et alors maintenant, Valère est attaqué à Genève parce que c'est pas le bon. Il y a eu une pétition de 180 intellectuels qui ont demandé qu'on ne le nomme pas. Qu'on le renvoie. Et puis c'est pas étonnant, alors là, ça ressort là, parce qu'il fut un élève d'Hénard. Donc il est complètement anesthésié par la rupture, et c'est une catastrophe. Et voilà, comme si on ne pouvait pas comprendre que lorsqu'on dirige un musée, il y a du patrimoine partout, que le patrimoine on le gère, on l'étudie, on le publie, on le met en vedette, et puis parfois on peut l'utiliser pour faire justement les expositions telles que nous les faisons. Et ça passe pas. Ça passe pas. Les Genevois veulent qu'on raconte le patrimoine genevois tel qu'ils le voient. Et dès que vous balancez un peu votre savoir dans une autre direction, c'est la guerre qui éclate. Alors ça, je l'ai vécu à Genève comme directeur du musée d'ethnographie. À l'époque, Barbier Muller, vous avez vu dans le musée Cannibal, qui était ce grand collectionneur genevois, on avait fait la cuisine des collectionneurs. Et on faisait des menus à la manière de... Et quand je suis arrivé à Genève, Barbier Muller m'a invité à déjeuner et il m'a récité carrément le menu qu'on lui avait consacré à lui, parce qu'on se moquait de lui, etc. Et j'avais dû vraiment travailler fort pour qu'il accepte de ne pas attaquer simplement le musée d'ethnographie nouveau qu'on allait faire, et ça a marché. Donc c'est vous dire que là, en ce moment, il y a encore un autre article, je crois, enfin bref, on ne va pas vous montrer tout ça, on va s'arrêter là, mais en ce moment, c'est reparti, quand même, et c'est quand même beau, 35-36 ans après, la rupture qui redevient un élément de combat dans les musées, dans les musées suisses, etc. Et c'est ce qui nous lance vraiment à dire, Gonzette et moi, que les musées sont des hauts lieux. Mais nous avons eu de la chance parce que, en tout cas dans notre parcours, c'est qu'on avait quand même fait comprendre que les autorités politiques, elles avaient des droits sur l'institution, bien sûr, elles avaient des droits sur le budget, mais elles n'avaient rien à dire sur le contenu. Et tant à Genève, tant à Neuchâtel qu'à Genève, ça a été respecté. Mais ce n'est de moins en moins le cas aujourd'hui, où on vous interdit de dire des choses simplement.
ou de parler de certaines choses, ou de traiter de certains termes, et c'est quelque chose de catastrophique. Et c'est vraiment à cela, je crois, que tous les nouvelles conservatrices, les nouveaux conservateurs, tous les gens d'aujourd'hui, les directeurs, les directrices, doivent vraiment lutter là contre. Le savoir et le pouvoir du musée, c'est à ceux qui le dirigent. Le reste, vraiment, il faut essayer de l'oublier, mais de plus en plus complexe, de plus en plus difficile. Et vous voyez ce qu'on est en train de faire. À Genève, on veut peut-être débaptiser le musée d'ethnographie. Il y a de nouveau, le mot ethnographie est un terme colonialiste, ce qui est éminemment stupide, encore une fois, etc., etc. Donc il y a une volonté d'effacer, enfin, cancel culture, comme on dit maintenant, mais c'est pas possible. Et il faut lutter, résister. Les gens de musée ont le pouvoir et il faut le faire savoir, le faire comprendre et discuter de tout, de tous les sujets. Mais si je me permets de reprendre juste cet argument, on se met au contraire à son service, celui du patrimoine, pour écouter ce qu'il a à nous enseigner sur notre passé. C'est le patrimoine qui enseigne, et pour le transmettre aux générations futures, comme si on transmettait quelque chose de purement objectif. Mais non, justement, on sait que le patrimoine, c'est un endroit chargé, que c'est un endroit où il y a de l'intersubjectivité, où il y a des conflits. Donc on n'est absolument pas dans cette vision. Et alors cette personne se permet de dire que nous sommes des gens qui ne sommes pas capables de parler du patrimoine, alors qu'en fait il fait une analyse du patrimoine qui ne correspond absolument pas à celle qu'on peut faire en sciences sociales. On va laisser tomber la suite. Et puis juste quand même, puisque Jacques a dit, il y a des tas de choses qui nous arrivent et dont on peut parler. Là, c'était le transgenre dans les femmes. On avait collaboré avec cette femme qui avait changé de sexe. Les épidémies, on retrouve notre sida. Le sens commun qui devient de plus en plus dur quand les situations sont elles-mêmes dures. Xénophobie, épuration ethnique. Ici, la lutte des gagnants contre les perdants, les évacués de l'histoire. Le clonage, la tentation totalitaire en Europe. L'environnement, qui est un problème récurrent, les nouvelles technologies, l'homme augmenté, les virtualités, la violence urbaine, ici, les dérives des réseaux sociaux. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est juste des choses qu'on a traitées, mais ils sont là, ces éléments, et ils demandent à être pensés, parce qu'on nous les sert tous les jours en disant tout et n'importe quoi. Et j'insiste sur le sens commun, qui a été finalement... et qui est devenu l'essence des réseaux. C'est finalement n'importe qui a le droit de se poser en parole savante au nom d'une espèce de déification du sens commun. Alors que le sens commun reste un outil pour penser le monde, mais c'est un outil tout à fait incapable d'en faire le tour. Voilà. Est-ce que c'est une bonne conclusion ? Je crois qu'on pourrait continuer jusqu'à minuit, mais on veut renoncer quand même. Bon, je crois qu'on a bien compris la muséologie de la rupture. Merci pour cette démarche réflexive sur l'institution du musée. Je crois que vous travaillez le musée au corps, vous travaillez le musée comme un lieu de déstabilisation culturelle, en sollicitant l'esprit critique du visiteur. Et puis il y a cette continuité. Il y a aussi ce qui est assez fascinant, c'est que, et c'est sans doute une des missions du musée, c'est que vous pressentez ce qui va faire question, ce qui va faire société. Donc on le voit tout au long de votre programmation. Vous comprenez qu'il se passe quelque chose sur des sujets et vous allez gratter. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Il y a des termes qui reviennent régulièrement dans le discours de Jacques. Il a dit à plusieurs reprises le pouvoir du conservateur. Je pense que c'est une question qu'il faut peut-être qu'on retravaille pendant ces 2 jours. C'est quoi le pouvoir du conservateur ?
Je trouve que c'est une vraie question. Il a aussi parlé l'intuition, hein, l'intuition de savoir avant les autres, de sentir avant les autres qu'il se passe quelque chose là dans le champ social. Vous avez parlé beaucoup de chance aussi. Et ça, c'est quelque chose d'improbable, mais c'est vrai que quand on travaille à une exposition, il y a toujours de l'intuition, mais il y a aussi de la chance. Hein. C'est aussi un terme qu'il faudrait réinterroger. Et puis, vous avez dit souvent, le visiteur comprend. Alors ça, moi, je lancerais bien la première question, et puis je passe la parole à la salle. Le visiteur comprend. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur vos publics? Est-ce que vous savez quels sont vos publics qui vient voir vos expositions? Oui, je pourrais peut-être vous dire 2 mots là-dessus. Je crois que le pouvoir du conservateur, il est lié aussi au fait qu'il faut parfaitement connaître son institution, de A à Z. On ne peut pas avoir des lacunes là-dessus. Vous devez être intouchable là-dessus. Ça, c'est fondamental, si vous voulez vous lancer dans des aventures de pouvoir et d'ouvrir un discours. Ça c'est clair et net. Hein. Il faut bien maîtriser le tout. Et il y a des gens qui ne savent pas très bien ce qu'ils ont dans leur collection, etc. Ça, c'est difficile après de lutter. Et puis maintenant, notre public, eh bien, on a fait une fois avec le CNRS, c'était dans les différences, une analyse du public complète. Et nous, je dis ça souvent parce que souvent les journalistes et les experts nous disent « on ne comprend rien à ce que vous dites, etc. » Et là, on a découvert, nous aussi, parce qu'on n'a jamais fait ça, on n'a jamais eu les moyens, ce que les gens comprenaient. Et c'est là que j'avais lancé ce concept du millefeuille. Une exposition, c'est un millefeuille. Il y a des couches de sens qui se mettent les unes sur les autres. Hein, la pâte, la crème, je ne sais pas tout ce que vous voulez. Hein. Et le public, avec son savoir, avec ses croyances, avec ses moyens intellectuels, il entre dans certaines de ces couches, il comprend ce qu'il veut, il en fait une théorie, et on a vu des choses qui sont ressorties auxquelles on n'avait jamais pensé nous-mêmes. C'est le public qui allait plus loin que nous dans la réflexion qu'on lançait et qui était intelligente. C'est pour ça que je dis ça. Et le public, il est de tout genre, mais c'est encore quand même difficile de capter les gens qui n'ont peut-être pas fait d'études et qui n'ont pas un certain niveau. Mais c'est par la visite guidée que vous arrivez à capter des gens. Il faut trouver des bons commentateurs, etc. Et ça, c'est essentiel. Oui, je fais la transition sur la visite guidée parce que j'ai fait plusieurs fois l'expérience avec à la fois des étudiants en muséologie et des classes d'élèves d'école de Neuchâtel. Au début, quand ils arrivent, ils font un tour dans l'expo. Ensuite, on leur demande de faire des groupes et on leur attribue un secteur par groupe. Et ensuite, on fait une visite commentée par eux. Mais c'est un groupe qui fait donc la visite du secteur qu'il a essayé d'épuiser. Et quand vous faites ça, d'abord, vous allumez une responsabilité de ces gens, c'est d'interpréter. Parce que si vous avez un public qui ne se donne pas la peine ou la volonté d'interpréter ce que vous avez fait, vous êtes fichu. Vous avez besoin de cette collaboration-là. Et ensuite, ils ont du temps, un peu plus, puisqu'ils travaillent sur un seul secteur. Et cette chose a fait que les visites commentées par les gens qui l'avaient vues est passionnante. Avec des étudiants de Serge Chaumy, on était restés 6 heures dans une expo. Bon, là, c'était la crème de la crème de l'analyse et de l'interprétation, mais je vous assure faites cette expérience, donnez du temps à des petits groupes pour lire des passages de vos expos, vous verrez qu'elles sont parfaitement comprises. Merci. Il y a un micro pour la salle.
J'avais une deuxième question, mais vous y avez a priori répondu. C'est comment vous êtes construit cette liberté d'exposer, de dire ce que vous dites. Mais Jacques a répondu en conclusion. Il semblerait que la liberté soit un petit peu plus difficile tout de suite. Moi, je tenais à dire que j'aurais jamais fait de muséologie si je n'avais pas rencontré cet individu-là. La liberté, elle est aussi pas mal venue de cette personne. C'est un grand brasseur d'air, ce Jacques Hénin. Une fois, on a été tensé par le politique qui se querellait entre eux et la droite, parce que notre directeur était socialiste à l'époque, s'est vengée en disant « Cette année, on ne donne pas de budget d'exposition au musée d'ethnographie. » Voilà, d'autres affaires. Alors, bon, on n'a rien dit, etc. Et 15 jours avant la date qu'on avait prévue, on nous a dit, ben, vous avez le budget. Alors, on dit, en 15 jours, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a dit, on va faire une exposition, et on a fait une exposition qui s'appelait « À chacun sa croix ». Et on a pris des éléments de l'histoire contemporaine de Neuchâtel et des environs, et on a traité ça de manière totalement arbitraire. Les grandes dates, on disait que c'était rien, des faits nuls, on les montait en épingle, et finalement on a assassiné le gouvernement cantonal et communal en conclusion. Et ça a été un grand succès public. Ils ont fait une drôle de tête, ils n'ont plus jamais émis aucune remarque sur le contenu des expositions du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Mais encore une fois, c'est une chance peut-être helvétique, j'en sais rien, mais c'est compliqué. Et nous sommes les musées de Neuchâtel, on dit c'est les musées de la ville, c'est des musées payés par la commune. Petite unité, et on voulait nous cantonaliser, nous mettre sous la responsabilité du gouvernement cantonal, le grand. Et je me suis battu à mort. Ça, c'était la mort, n'est-ce pas? Plus vous avez haut votre pouvoir, plus vous prenez de risques. Si vous pouvez rester terre à terre avec les autorités qui gèrent l'institution, vous avez beaucoup plus de chances d'être suivi et compris. Et puis l'argent, vous irez le trouver parfois chez les mécènes qui sont intelligents. Et là, je donne encore une anecdote. Hein. Nous avions à Neuchâtel un monsieur qui s'appelait... ça change pas, c'est la fondation Grunbaum. Un monsieur Grunbaum qui collectionnait l'art africain, etc. Et qui venait souvent au musée. Et un jour, il m'a dit, vous savez, Hénard, j'aime pas ce que vous faites. Je ne comprends pas grand-chose, mais j'ai une certitude, je crois que c'est intelligent. Donc je vous donne ma collection, et c'est ainsi que la Fondation Grunbaum a été créée au musée d'ethnographie, et je vous promets que ce n'est pas rien. C'est un exemple qui confirme. Une petite anecdote aussi sur Helvetia Park, où nous avions un jeu de massacre au début de l'exposition, avec des figurines. Et puis, comme Helvetia Park était subventionné en partie par Pro Helvetia, qui est un organisme national, j'ai quand même eu droit à la visite des adjoints du président de la Confédération qui voulaient savoir si sa tête ferait partie des têtes que les gens ont pour massacrer. Ils ont été très rassurés de voir qu'on avait pris des kidam comme personnages, et ils n'ont pas vu toutes les caricatures qu'il y avait derrière, qui étaient affichées sur la boîte, qui reprenaient toutes ces personnes, mais en deuxième plan. Bonsoir, merci beaucoup. Du coup, en fait, c'est plus une réflexion qu'une question. Une réflexion sur l'art contemporain et son influence, parce que après votre présentation sur la muséologie de la rupture, on voit bien en fait la façon dont vous faites bouger les lignes et
vous faites tomber des barrières entre une démarche scientifique et une démarche artistique. Et moi, ça m'évoque beaucoup ce qu'on a appelé en art contemporain le tournant ethnographique des artistes, par exemple des artistes américains dans les années 80. Et du coup, c'est un peu contemporain de votre démarche. Du coup, je me demandais en fait si le mouvement des artistes contemporains, allant vers l'ethnographie, se posant comme ethnographe, vous avez influencé, quelle était la part d'influence réciproque entre ethnographie et art contemporain? En ce qui me concerne, pas vraiment. Même si je comprends parfaitement votre question, non, je dirais en ce qui me concerne. Moi, j'ai l'image de Mike Kelly quand vous dites ça. Oui, non, mais c'est un artiste que j'avais vu, un artiste contemporain de ces années-là que j'avais vu à New York et qui avait travaillé avec des coussins, il y a des ambiances très, très immersives. Et je dois dire que tout au long de ma carrière, quand je suis allé visiter des expos qui m'ont influencé, c'était plutôt dans le domaine de l'art contemporain qu'ailleurs, parce que c'est les seuls qui sont, pour moi, coltinés, des immersions, des scénographies un peu ambitieuses, un travail sur l'émotion. Bon, non, il y en a d'autres qui le font, mais c'est peut-être ceux qui le font de la manière la plus radicale. Alors, il ne faut pas copier, mais on est influencé par capillarité presque. On vit cette période-là. Il y a eu pas mal d'artistes quand même qui nous ont influencés. Dans les boîtes, c'est évident. Nos boîtes de conserve, ça, vous voyez bien. Donc, mais etc. Du chant, et on l'a mis à plusieurs reprises. Bon, mais là, vous prenez une période très particulière. Je pense que je ne peux pas en dire plus. Bonsoir, Olivier Cogne, musée dauphinois Grenoble. Donc j'étais heureux de vous entendre parler du musée dauphinois et de l'exposition La Différence tout à l'heure. Et puis de ce que vous avez dit, je trouve que la fraîcheur des propos que vous avez apportés ce soir est un bel appel à la liberté et à la création. Donc je tenais à vous l'exprimer. Vous avez évoqué tout à l'heure les entraves à cette liberté, à cette création, en sous-entendant qu'elles étaient plus importantes qu'hier. Mais peut-être que je n'ai pas compris, mais je voulais justement vous questionner là-dessus, et notamment sur le poids des tutelles politiques, j'ajouterais administratives peut-être aussi, ce cadre administratif, les contraintes liées à la conservation des pièces, ces normes qui sont, j'ai l'impression, de plus en plus importantes aujourd'hui. Et puis cette culture de l'audimat aussi qui fait que nous sommes de plus en plus attentifs, parce qu'on nous le demande, à savoir combien de visiteurs seront au rendez-vous de nos expositions. Et j'ai l'impression, ça n'apparaissait pas du tout dans ce que vous disiez ce soir, et c'est omniprésent en fait dans nos façons de travailler aujourd'hui, puisque c'est une contrainte qu'on nous impose. J'ai l'impression que ça, vous ne l'avez pas ou peu connu. Donc je voulais vous entendre là-dessus ce soir sur cette évolution des contraintes qui nous sont imposées. C'était pas pour dire c'était mieux hier, sans nostalgie aucune, mais c'était pour vous entendre là-dessus. Moi, ça fait un gros effet ce que vous dites, parce que en arrivant peu à peu à l'âge de la retraite, je me suis dit heureusement que je m'arrête. Parce que vraiment, le poids de ce que vous énoncez, je l'ai senti. Le changement de comportement, le changement de confiance qu'on nous accordait, je l'ai senti. La dictature de l'événement, mais c'est horrible en fait. On est souvent en train de nous demander de faire les guignols au lieu de... Quand c'est lié à ce qu'on fait, quand c'est lié à nos collections, à nos préoccupations du moment, c'est très bien de faire de l'event. Mais devenir des lieux d'event à la place du travail muséal, expographique et collection, ça, personnellement, je trouve que c'est une dictature de ce que vous dites, de l'audimat, ou chercher du public à tout crin. C'est pas ça notre travail, c'est pas ça notre mission. Oui, je partage ce qui vient d'être dit. Moi, j'étais un peu plus, comment est-ce qu'il faut dire, cynique, peut-être pas cynique, non, mais j'essayais de garder un public régulier. Et quand il y avait beaucoup de monde, j'annonçais des rentrées
en dessous, pour pas une année dire il y a eu 30 000, puis après 50 000, puis l'année d'après 20 000, puis on dirait, mais vous avez vu, c'est la fin du musée. Alors on bricolait un peu les résultats pour un peu trop haut. On n'annonçait pas vraiment, parce qu'on avait peur l'année suivante de peut-être tout à coup de voir une baisse du public. Alors, on ne trichait pas dans l'autre sens, c'est-à-dire de dire qu'il y avait eu plus de visiteurs qu'il n'en était arrivé, mais on baissait quand il y en avait beaucoup pour ne pas créer des écarts incompréhensibles pour certains politiques. Voilà. Mais peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, ça n'a plus de sens. Je ne sais pas si on a répondu. J'avais une question dans un autre registre. C'est vrai que dans l'ensemble des propos et des exemples que vous nous avez montrés, vous avez montré finalement la manière dont vous conceviez l'exposition de manière très intégrée entre le récit, l'intention, l'approche muséographique juste à la scénographie et la mise en vitrine. Et j'aurais aimé vous entendre justement sur la manière dont vous avez travaillé, ou pas, avec des scénographes, puisqu'à un moment donné vous y avez fait allusion, et comment justement vous positionnez votre propre rôle voilà, sur ce lien, et là aussi dans un contexte où je pense les choses en France en tout cas ont aussi beaucoup évolué, et où on a un déroulé des projets aujourd'hui qui passent par des phases très codifiées de programmes, de consultations scénographiques. En France, nous on a un code des marchés publics et ensuite un déroulé très administrativement, juridiquement très ficelé. Donc voilà, je voulais savoir dans vos projets comment vous avez travaillé finalement. Une première chose, c'est que pour moi, un scénario d'expo, c'est un peu comme pour une bande dessinée. Le scénario, c'est pas juste du texte. Le scénario, c'est déjà une préfiguration d'un récit. C'est déjà des images, c'est déjà des objets. Et puis c'est quelque chose, si je prends l'exemple de Figures de l'artifice, nous avions, en tant que groupe de conception, décidé que ce serait Dédale qui serait le fil conducteur, décider des différents épisodes de la vie de Dédale, décider des associations qu'il y aurait dans les espaces. Puis ensuite, il faut faire venir le scénographe tôt. Dès que vous avez énoncé ces premières grandes lignes de la mise en espace, il faut que le ping-pong, on appelle ça le ping-pong, commence avec le scénographe. Et alors nous, on ne fait pas du tout le truc, on a bouclé, puis on donne à faire. C'est un processus en construction permanente jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières semaines. Simplement, il y a des phases qui sont différentes. Et c'est à la fin de ce que j'appelle personnellement la phase texte qu'on fait venir les scénographes, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser la question de la manière dont on va construire les grands espaces. Mais là, alors après, on ne se quitte plus, et ça fait presque, ça peut faire 4 à 5 mois de travail évolutif. Mais bon, je vous ai travaillé comme ça. Il faut que tout le monde comprenne ce qu'on fait. De l'électricien à, je ne sais pas moi, au balayeur, il faut qu'ils comprennent ce qu'on veut dire. Et on faisait équipe. Et alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'ai toujours travaillé avec le même scénographe, qui était Jean-Pierre Tsaug, et ce n'est qu'un peu à la fin qu'on a pris une ou deux personnes différentes. Mais il y a des directions qui prennent des scénographes en pensant qu'ils sont plus à même de traiter tel sujet que tel autre. Nous, on a formé une équipe, et le scénographe, comme le dit Marc-Olivier, était dès le début avec nous. Il participe à la construction, à la conception du propos, du discours, etc. Et il apporte lui aussi ses oppositions, ou ses contradictions, ou ses propositions pour faire mieux, etc. Et je crois que ça, c'est fondamental. Que tout le monde soit impliqué dans le processus, c'est essentiel. Et puis quand ça ne va pas, ben on discute, et on peut reculer, on peut démonter des choses déjà construites, parce qu'on se rend compte que c'est une erreur, etc. Mais cette liberté, nous l'avons créée vraiment en équipe. Tout le monde participe.
Oui, j'avais deux questions. Laurent Védrine du Musée d'Aquitaine. La première, c'est par rapport à cette question de la liberté et de la fréquentation. On a évoqué un petit peu ce diktat des chiffres de fréquentation qui sont quand même un indicateur qui revient régulièrement. Est-ce que vous, enfin, il y a, comment dire, votre liberté, votre pouvoir, peut-être aussi que vous l'avez acquis, enfin, c'est une question, hein, par rapport au regard que portaient les pairs à travers le monde entier, hein, quand même, enfin, une influence très importante, donc une sorte de rayonnement par rapport justement à votre liberté, par rapport à votre réflexivité, par rapport à votre provocation aussi, par rapport à des sujets de société. Moi, j'ai été très marqué notamment par une expo où je pense à ce terme, je ne sais pas en France, maintenant on le pose, mais vous l'avez posé très très tôt. Vous parliez de l'exposition sur Angola. La dernière phrase, c'était « Tour en Angola », point d'interrogation, des collections que vous avez dans votre musée. Donc, est-ce que vous êtes appuyé justement sur ce regard et sur, je dirais, ce regard admiratif, quand même posé par énormément de professionnels à travers le monde entier? Est-ce que ça vous a aidé pour votre liberté? Et puis, la deuxième question, là, vous avez évoqué, Jacques, ce pouvoir du conservateur. Alors là, c'est un discours qui est aujourd'hui aussi en total contrepoint avec ce qu'on entend tout le temps sur la dimension participative des musées, sur un lieu qui doit être démocratique, où la population doit participer. Est-ce que ça, c'est compatible ou incompatible avec un super pouvoir de conservateur? Alors, je vais le laisser parler du pouvoir. On n'a pas forcément toujours eu les mêmes rapports au pouvoir, l'un et l'autre. J'étais d'ailleurs sous ses ordres, il n'a jamais été sous les miens. Mais non, mais finalement, je suis assez d'accord avec lui. Mais je suis plus soft. C'est-à-dire, dans ma manière de gérer le pouvoir au Maine après son départ, c'était plus participatif avec mes collègues. Mais il n'empêche que j'étais un despote terrible quand il s'agissait de monter une expo. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y avait personne qui avait le droit d'aller parler au scénographe. Parce que quand vous avez 5 personnes qui vont raconter au scénographe comment il doit faire dans la salle, il ne fait pas l'expo. Donc voilà, exemple, moi j'ai des moments où je suis tout aussi esclavagiste que Jacques. Pour la question du renom, alors on a toujours été estomaqués, je pense, et l'un et l'autre, du renom qu'avait Neuchâtel auprès des pairs, et des fois des pairs qui connaissent des pairs, c'est-à-dire, puis ça vous revient, puis vous ne comprenez pas comment c'est possible. Et une des raisons pour lesquelles ça s'est passé, je crois que c'est parce qu'on a été pas mal diffusé au niveau de nos publications. Et parce qu'on sait qu'on est petit, on sait qu'on est un musée de province, on sait que les gens ne viennent pas forcément nous voir, et donc on produit des images de ce qu'on fait, on produit des récits de ce qu'on fait, et on les envoie généreusement loin à la ronde, franchement. Ça fait partie de la politique du musée de se dire, OK, vous ne venez pas voir nos expos, alors on va vous les envoyer. Et je crois que ça a aussi pas mal compensé. Il y a pas mal de gens qui pensent nous connaître alors qu'ils ne sont jamais venus. Parce que, ben voilà, ils ont bouquiné, par exemple, ou bien ils ont entendu. Ils n'ont pas forcément eu besoin de lire le livre, mais ils ont entendu parler du livre. Donc oui, ça nous a beaucoup porté, mais c'est beaucoup aussi à travers les supports de communication. Oui, le pouvoir, c'est vrai, un peu esclavagiste, pas vraiment, mais on engageait, à l'époque, moi j'engageais des gens pour apporter des idées, simplement. Et le contrat, c'était de leur dire, vous êtes bons jusqu'à un certain point, après on vous jette. Alors ils riaient parce que ça les amusait beaucoup. Alors, vous avez temps pour penser avec nous. À un certain moment, on les jetait. Ils disaient, mais on ne vous veut plus, ça ne va pas. Comme dit, on ne peut pas discuter à déterminant parce qu'on ferait toujours la même exposition. Il faut un jour dire, on s'arrête là, à un moment donné, sur telle idée, et puis on construit. Et ça, c'est fondamental. Alors après, ben voilà, c'était le contrat à un certain moment. Parce qu'ils voulaient tous après venir faire de la scénographie, ceux qui vous conseillent, vous voyez, et ils voulaient intervenir sur tout. Et ils disaient, c'est terminé, vous avez donné vos idées,
on les reconnaît, on les utilise, tac, c'est fini. Et ça a été une bonne façon de procéder. Hein, mais il faut que ça soit clair au départ. Parce que si chacun donne son avis, au final, ça ne va pas. Et puis finalement, ces expositions, elles sont signées par une direction, par une équipe qui donne un style à la maison. Et une façon de penser scientifiquement, historiquement, artistiquement, certains problèmes. Et c'est ça le style. Il faut savoir à un certain moment dire c'est nous, c'est moi qui décide. Oui, et puis la question de cette vogue de la participation, c'est que certains musées ont fait d'autres types de ruptures que les nôtres. Ils ont cherché à s'ouvrir autrement à d'autres manières de faire. Et c'est une des tentatives, d'essayer d'impliquer davantage. Je vois par exemple les musées autochtones. Il y a eu cette tentation beaucoup plus grande de les mettre au centre du musée. Donc en fait, c'était presque une participation d'emblée. Sans ça, il n'y avait pas de musée. Et ça, on ne peut pas le blâmer, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Parce que ça ne nous intéressait pas vraiment. Ce qui nous intéressait, c'était de mener, avec une équipe, une réflexion sur l'expographie. Et ça, vous ne pouvez pas le faire en improvisant avec des gens qui n'ont jamais fait ça, parce que vous perdez votre temps. Il n'y a pas de raison que pour une grande partie des professions, il y ait des compétences qui soient nécessaires pour faire les choses, puis que nous, les expos, alors, on peut juste les laisser faire à n'importe qui passe quelques heures avec nous. Ce n'est pas réaliste. Ça c'est du flan. Alors, bon, il y a de bons côtés dans cette approche participative. Il y en a certains qui me font un peu souci, personnellement. C'est à moi. Moi, je voulais poser une question. Et M. Goncettes vient d'évoquer la question des publications du musée. J'ai eu la chance de voir quelques expositions à Neuchâtel, mais surtout d'avoir un grand nombre de catalogues. C'est moi qui parle, excusez-moi. Et à propos des publications, effectivement, moi je voulais vous poser une question qui a trait avec la teneur des textes de chacun de vos catalogues. Il y a toujours une dimension ethnologique très forte, philosophique surtout. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu durant les décennies où on s'est nourri, nous, les cheveux blancs, hein, ceux qui n'ont pas connu cette époque-là. Aujourd'hui, on peut faire le constat, en tout cas moi je le fais à l'issue un peu de ma carrière, que le lien avec la recherche qui se traduit au-delà de vos expositions, dans vos écrits, dans vos catalogues, qui sont des sources pour moi qui n'ont pas pris une ride, est-ce qu'on peut dissocier le travail de recherche, tel que c'est aujourd'hui le cas dans beaucoup de musées d'ethnographie en France, hein, je ne parle pas de l'étranger, dissocier complètement la recherche de ce qu'on pourrait appeler l'expographie ou la réalisation simplement d'expositions, parce que vos catalogues, vos ouvrages sont une puissance intellectuelle que bon, on rêve tous, mais on ne peut pas forcément y arriver. Voilà. Est-ce que d'après vous, retirer cette part de travail intellectuel et notamment de nourriture anthropologique, on va dire, hein, pour coupler les disciplines, ça semble possible de faire des expositions? Merci. Je répondrai ou je prendrai le biais de dire qu'il y a différents types de recherches qu'on peut mener dans un musée. Il y en a des recherches à long terme autour des collections, autour de thématiques qui sont propres au musée. Et puis il y a les expos. Et pour nous, chaque expo, c'est un terrain de recherche. C'est-à-dire c'est quelque chose, on n'en sait rien au départ, on a des préjugés, on a des présupposés, quelques connaissances, on en parle, on en fait le tour, puis ensuite on cherche à creuser. Et puis on creuse collectivement. Puis on va le faire pendant 1 an. Pas plus, parce qu'après on va quitter le sujet en question. Mais pendant cette année, on se met vraiment à disposition de ce sujet. Et puis à la fin de cette année, vous avez acquis une grille de réflexion, une grille de pensée, une grille d'organisation de la thématique dont je parle. Et ça, c'est une recherche que je trouve fondamentale, mais pour tout le groupe qui s'occupe de l'expo. Pas seulement pour les 2-3 personnes qui sont au lead. C'est vraiment toute l'équipe qui est emportée par une recherche sur une année. Mais ça n'empêche pas les autres recherches parallèles
sphères qui sont peut-être moins abyssales. Oui, je crois que Gonzette a répondu à la question, que je partage cette manière de procéder. Et oui, la recherche était ponctuelle, enfin, sur un an. Et on peut se servir, bien sûr. N'est-ce pas? Il y a les chercheurs qui sont fort utiles, ceux qui gèrent les collections, qui les étudient à fond, etc., mais qui ne les mettent pas forcément en exergue dans un discours, dans un propos ou dans une réponse à des questionnements. Hein, mais ils sont pour nous importants et on peut se baser sur des connaissances précises. J'ajoute juste qu'il y a plusieurs expos qui m'ont changé ma manière de voir, qui m'ont transformé profondément, parce que tout d'un coup, la grille que je m'étais donnée avait une puissance. Et ce n'est pas nous, c'est le monde qui vient vers vous. Hein, les doubles funérailles, par exemple, c'était quelque chose, moi, ça m'a poursuivi longtemps après. Je l'avais déjà vécu et rencontré en ethnographie, sur mon terrain, mais je n'avais pas vu qu'il y avait ce lien avec cette théorie implicite et qu'elle était là autour de moi. Puis, enfin, redécouvrir ça, c'était fondamental. Une toute dernière question, parce qu'il va bientôt être 21h30 et qu'on a explosé tout le cadre horaire. Donc vraiment la dernière question. 2 minutes. Oui, bonsoir. On constate dans votre discours, dans votre intervention, qu'il y a une forte filiation entre père et fils. En tout cas, j'interroge là la notion de transmission. Je pose une question indiscrète. Est-ce que vous avez transmis cette forme d'héritage, de savoir-faire à vos successeurs? Est-ce qu'il y a une école de Neuchâtel qui a une suite? Alors, est-ce que vous avez fait des petits? Je dirais, allez voir l'expo Le Mal du Voyage. Il y a encore quelques jours, comme ça, vous verrez que c'est là. Hein. Oui, mais c'est 2 personnes que j'avais choisies en 2006 parce qu'elles avaient déjà travaillé avec nous, avec Jacques et moi. On avait fait La Grande Illusion avec l'un d'entre eux. On avait fait Remise en boîte avec l'autre. Donc oui, il y a une filiation. En fait, la ville a reconnu cette filiation parce qu'elle les a nommés eux. Parce qu'il y avait plusieurs personnes, il y avait plusieurs candidats. Et il se trouve qu'eux s'étaient présentés en duo, ce qui n'est pas évident, parce qu'une direction en duo, hein, comme dit Jacques, si le pouvoir du conservateur il est divisé par 2, c'est plus compliqué. Mais ces 2 personnes qui portent complètement en amenant ailleurs, toujours. C'est ça l'idée qu'on a voulu aussi vous montrer. C'est que moi, je ne suis pas le clone de Jacques Hénard. Je n'ai pas refait la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré d'autres gens. On n'est plus dans la même situation, on évolue avec une autre équipe. Et eux, ils seront dans le même cas, avec d'autres thématiques, avec d'autres outils, mais ils continuent avec cette ligne de force qu'est ce que vous avez compris ce soir, qu'on a voulu développer à long terme à Neuchâtel. Et j'ajouterai simplement, sur ce que j'ai dit au début, ça relève aussi de cette chance que nous avons d'être Institut d'ethnologie, musée d'ethnographie. Moi, j'ai donné des cours d'ethnomuséographie, je les appelais ainsi, comme ça, pendant 25 ans, 2 heures par semaine. Vous déformez bien les gens, là. Et tout à coup, vous faites des espèces de clans de pensée. Et c'est comme ça que ces relais se sont construits, parce qu'on est dans une proximité, enseignement, recherche, exposition, réflexion sur d'autres terrains. Et ce mélange est fort positif, et c'est ce qui a créé jusqu'ici la ligne que l'on peut déceler à la direction du musée d'ethnographie de Neuchâtel.